Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A, non, réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, on a donc un bus à notre droite à l'arrêt sur une voie de bus. Nous sommes sur la voie de gauche et on s'apprête à passer un passage piéton où des piétons sont en train de traverser. Alors, si on regarde l'animation, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit qu'ici, on a un angle mort. Donc un angle mort qui obstrue notre champ de vision, en rouge. Dans cet angle mort, on ne voit pas ce qui se passe devant le bus. Donc devant le bus, il pourrait très bien avoir un piéton qui veuille traverser la rue de droite à gauche de manière inopinée et qu'on ne voit pas. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-ci, je vais ralentir et placer mon pied devant le frein. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 2. Stationner à cet emplacement constitue un stationnement. Réponse A, dangereux. Réponse B, abusif. J'encours une amende. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, il faut que tu saches qu'il y a différents types de stationnement interdits. Alors, tu as tout d'abord les stationnements dits abusifs. Ensuite, tu as les stationnements gênants. Ensuite, les stationnements très gênants. Et enfin, les stationnements dangereux. Alors, il faut que tu saches que se garer devant un passage à niveau constitue un stationnement dangereux. C'est le stationnement le plus grave que tu peux commettre. Alors, ce stationnement est puni par une amende de 135 €, un retrait de 3 points sur ton permis de conduire, mais également, si tu ne retires pas ton véhicule à temps, une mise en fourrière de ton véhicule. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 3. Je suis sur un carrefour à sens giratoire. Réponse A, je dépasse le camion. Réponse B, le camion peut empiéter sur ma voie. Alors ça, on l'a vu à plusieurs reprises, on sait que les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que ceux des voitures, d'autant plus que les poids lourds sont généralement très longs. Donc ici, effectivement, le camion en tournant peut empiéter sur ma voie. Donc je ne le dépasse pas. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. L'arrêt à droite est réponse A, limité. Réponse B, gratuit. Réponse C, payant. Alors ici, comme tu le vois, les pointillés sont bleus.
Les pointillés sont bleus et juste au-dessus, il y a marqué arrêt limité à 10 minutes. Donc ici, on est sur un arrêt qui est limité. Et en plus de ça, le panneau nous dit que l'arrêt est limité à 10 minutes. Alors, comment savoir qu'on respecte bien les 10 minutes si par exemple un policier passe et vérifie si ça fait bien 10 minutes que vous êtes là? En fait, sur ce genre d'arrêt ou de stationnement, il faudra apposer ce qu'on appelle un disque de stationnement. Ou sinon on appelle ça un disque bleu. D'accord? Et là, il va falloir que tu mettes ton heure d'arrivée. Donc ici, le stationnement n'est pas payant, il est gratuit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 5. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, devant nous, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. On a deux piétons à droite qui attendent au passage piéton, donc qui veulent traverser la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, étant donné que le passage piéton n'est pas régulé par une signalisation lumineuse, les piétons sont prioritaires. Donc, on doit les laisser passer. Sinon, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Refus de priorité, c'est 135 € d'amende, 6 points en moins. Donc la bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 6. Je tourne à gauche, tout comme le véhicule en face. Je le croise en le contournant. Oui, réponse A, non, réponse B. Je le croise en lui faisant face. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, tu dois savoir qu'il y a deux types de croisements. Il y a ce qu'on appelle le croisement en contournement et le croisement à l'indonésienne. Alors, en général, dans la plupart des cas, on va se croiser en se contournant. Donc, comme le montre la petite animation. Mais parfois, lorsque le marquage au sol l'indique, il va falloir tourner en se faisant face. C'est ce qu'on appelle le croisement à l'indonésienne. Donc ici, dans notre cas, il n'y a pas de marquage au sol qui indique un croisement à l'indonésienne. Alors, je croise par contournement. La bonne réponse ici sont les réponses A et D. Question numéro 7. La distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rabats dès que possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça, on l'a vu plusieurs fois. Alors, la distance de sécurité, qu'on soit sur route ou autoroute, elle est toujours égale à 2 lignes de rive. Donc ici, si vous remarquez, on les a pas les 2 lignes de rive avec le camion qui nous fait face, enfin, qui est en face de nous. Donc ici, clairement, on n'a pas les deux lignes de rive. Donc ma distance de sécurité est insuffisante. Étant donné que ma distance de sécurité est insuffisante, je me rabats dès que possible. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 8.
Si un usager vient de la droite, réponse A, je passe. Réponse B, je cède le passage. Alors, ça on l'a vu plusieurs fois, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans le cours de la formation. Donc ici, on a affaire à une intersection, d'accord, où il n'y a pas de signalisation. Il n'y a ni une signalisation horizontale, ni une signalisation verticale. Dans ce cas-là, le régime de priorité est celui de la priorité à droite. Donc, je dois céder le passage au véhicule venant de droite, s'il y en a, bien sûr. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Lors d'un fort épisode neigeux, il est obligatoire de mettre en tout temps, réponse A, des chaînes, réponse B, des pneus neige. Je roule, réponse C, avec précaution, réponse D, à une vitesse adaptée. Alors ça, c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises dans l'information et aussi dans les vidéos YouTube. Est-ce qu'il est obligatoire de mettre en tout temps des chaînes ou des pneus neige ou un dispositif antidérapant? Eh bien non. Cette obligation ne concerne que 34 départements qui sont soumis à l'obligation du 1er novembre au 31 mars. En général, vous trouverez ce panneau à l'entrée des zones concernées. Est-ce que je roule, réponse C, avec précaution ou à une vitesse adaptée? Eh bien les deux. Je roule avec précaution parce qu'effectivement il neige et il y a des risques de verglas et de glissement. Et je roule également à une vitesse adaptée due aux conditions. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses C et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 10. Je reste sur cette voie pour tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde bien sur la voie dans laquelle on est. On a un marquage au sol. C'est ce qu'on appelle une signalisation horizontale. Donc, ce marquage au sol est matérialisé par une flèche qui va à gauche. Donc, effectivement, ici, si je reste sur cette voie, à la prochaine intersection, je tournerai à gauche. Donc, je suis très bien placé pour tourner à gauche à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Avant d'installer un enfant dans son siège, je retire son blouson. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, effectivement, il faut retirer le blouson des enfants qu'on installe dans un siège bébé pour deux raisons. Une, raison de sécurité, parce que parfois les blousons sont un peu trop gros et donc les ceintures de sécurité sont mal attachées.
Aussi pour des raisons de température, c'est-à-dire que le siège bébé lui-même, de par sa composition, va faire augmenter la température. Donc ici, pour ces deux raisons, avant d'installer un enfant dans son siège, on retire son blouson. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place sur la voie de gauche si cela est possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, si tu vois bien, devant nous, on a un véhicule d'intérêt général en intervention. D'ailleurs, tu peux voir qu'il a mis les plots de sécurité. Dans ce cas-là, lorsqu'un véhicule d'intérêt général intervient sur une chaussée, la première chose à faire, c'est de ralentir. Également, si tu en as l'opportunité, c'est de changer de voie. Effectivement, si la voie n'est pas déjà occupée par un autre véhicule. Donc ici, je me place sur la voie de gauche, si cela est possible. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 13. Cet appareil est réponse A, un éthylotest, réponse B, un éthylomètre. Un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce que tu vois sur la photo, c'est ce qu'on appelle un éthylomètre. À ne pas confondre avec des éthylotests, qu'ils soient chimiques ou électroniques. Alors, c'est quoi la différence entre un éthylotest et un éthylomètre ? L'éthylomètre, d'accord, déjà, il n'y a que les forces de l'ordre qui le détiennent. Tu pourras jamais acheter un éthylomètre, toi, tout seul, dans ton coin. C'est pas possible. Également, cet éthylomètre permet de mesurer l'alcoolémie. Alors qu'un éthylotest, qu'il soit chimique ou même électronique, ne permet pas de mesurer de manière exacte. Il permet de dépister l'alcoolémie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand la police fait des contrôles d'alcoolémie, ils commencent déjà par un éthylotest, qu'il soit chimique ou électronique, et ensuite, si le test est positif, qu'est-ce qu'ils font ? Ils te font passer à l'éthylomètre. Pourquoi ? Parce que l'éthylomètre, c'est un appareil légal, qui s'est utilisé pour des procédures légales auxquelles il y a une procédure judiciaire. Et cet appareil, il est contrôlé lui-même. Cet appareil est lui-même contrôlé de manière régulière. Il a un carnet métrologique. D'ailleurs, tu peux voir sur cet appareil qui a marqué « Vérifié le 13 septembre 2016 ». Voilà. Et validité le 12 septembre 2017. Il a une validité d'1 an. Donc, ici, pour répondre à la question, cet appareil est un éthylomètre. Et un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie ? Non, il ne permet pas de mesurer l'alcoolémie. L'éthylotest permet de dépister l'alcoolémie. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 14. Le véhicule devant moi roule lentement. Je le dépasse immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez sur le rétroviseur de gauche, on a une voiture noire qui est en train de nous dépasser, en tout cas qui va nous dépasser. Donc, ici, ce que je fais, c'est que j'attends que ce véhicule me dépasse pour ensuite dépasser le véhicule rouge qui est devant moi. Donc, ici, je ne le dépasse pas immédiatement.
La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. J'augmente ma distance de sécurité car... Réponse A. Il s'agit d'usagers vulnérables. Réponse B. Il s'agit de policiers. Alors, comme toujours, hein, lorsqu'on a des usagers vulnérables devant nous, on augmente notre distance de sécurité. Non, on n'augmente pas notre distance de sécurité parce que ce sont des policiers. C'est parce que ce sont des usagers vulnérables. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. Je rentre dans un tunnel. Je reste en feu diurne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous voyez, il y a le petit panneau d'obligation « Allumez vos feux » juste à droite. Cela signifie que vous êtes dans l'obligation d'allumer vos feux de croisement. Donc ici, les feux diurnes ne sont pas suffisants. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un feu diurne, je vous conseille fortement d'aller dans la formation en lien dans la description. On a mis en place une plateforme pédagogique en ligne. En plus, très très accessible. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment accessible à tous. Il y en a pour tous les budgets. Donc, mais si vous ne savez pas ce que c'est que des feux diurnes, là par contre, il faut aller dans le cours. Donc ici, les feux diurnes ne seront pas suffisants. On a une obligation d'allumer nos feux de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Cette signalisation indique une circulation à sens unique pour les véhicules motorisés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une circulation à double sens pour les cyclistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau donc d'indication nous indique par une flèche continue que la circulation est à sens unique pour les véhicules motorisés. Quant aux cyclistes, en fait, comme vous pouvez le voir, sur le panneau, on a un petit vélo avec une flèche dans l'autre sens. Donc, les vélos peuvent venir dans le sens inverse à la circulation des véhicules motorisés. Par contre, ils peuvent aussi venir dans le sens des véhicules motorisés. Donc, pour les cyclistes, la circulation est à double sens. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications
afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 18. Ce panneau indique un passage à niveau A avec barrière, B avec un feu, C sans demi-barrière ni barrière. Alors, question simple, réponse simple. Ce panneau annonce un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 19. Je peux m'arrêter sur cet emplacement. Réponse A, pour charger mon véhicule. Réponse B, pour faire monter un ami. Réponse C, si je suis une personne à mobilité réduite. Alors, ce panneau, comme vous pouvez le voir, c'est un panneau d'interdiction de stationnement et d'arrêt. Alors, il est accompagné d'un petit panonceau où il est marqué GIG, GIC. Alors, ça veut dire Grand Invalide de Guerre pour GIG, et GIC, ça veut dire Grand Invalide Civil. Donc, pour résumer, vous avez le droit de vous garer à cet emplacement et de vous arrêter seulement si vous êtes titulaire de la carte CMI. Bon, ça c'est pour les personnes à mobilité réduite. Donc ici, je peux m'arrêter sur cet emplacement si je suis une personne à mobilité réduite. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 20. Je suis sur autoroute. Je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Ou même en probatoire, on est à 110 km/h. Alors, il faut que tu saches que pour les poids lourds, donc pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Donc, au minimum, entre toi et le camion, dans cette situation, il y a 20 km/h de différence, ce qui est énorme. Donc, je suis sur la voie de gauche, je suis sur autoroute, je peux dépasser ce camion. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 21. Ne pas s'arrêter au signe d'arrêt d'un agent de police, c'est faire, réponse A, un délit de fuite, réponse B, un refus d'obtempérer. Cette infraction constitue, réponse C, un délit, réponse D, une contravention. Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident, qu'il soit un accident avec dommages corporels ou non, et que vous ne vous arrêtez pas pour établir un constat. Le refus d'obtempérer, quant à lui, c'est lorsque vous refusez de vous arrêter face aux sommations d'arrêt d'un agent de police. Alors, cette infraction, elle constitue un délit. Donc, délit qui est puni par 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 22. Mélanger alcool et médicaments augmente les risques d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, tout mélange de drogues vont augmenter les risques d'accident. La polyconsommation va augmenter les risques d'accident sur la route. Et pour ceux qui se disent dans leur tête, mais attends, t'es en train de parler de drogue, et là la question parle des médicaments. Oui, mais les médicaments, c'est de la drogue. Ce sont des drogues. D'ailleurs, c'est pour ça que le médecin, quand il vous fait une prescription, il vous fait une prescription pendant une durée limitée. Parce que ce sont des vraies drogues. Par exemple, si vous prenez de la codéine à la pharmacie, la codéine, c'est de la drogue. Il y a des gens qui se droguent avec pour de vrai. Donc, ici, la polyconsommation va effectivement augmenter le risque d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Hors agglomération, je souhaite dépasser ce cycliste. Je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A 0,5 m, réponse B 1,5 m, réponse C 2 mètres. Alors, ici, la question précise qu'on est hors agglomération. Donc, hors agglomération, pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Je suis dans un tunnel. Je peux rouler en réponse A, feu diurne. Réponse B, feu de croisement. Réponse C, feu de route. Alors ici, on l'a vu plusieurs fois, ça c'est une question de cours en fait, et on l'a vu plusieurs fois dans les vidéos YouTube en plus de ça. Alors, souvenez-vous, c'est très important. Quand on rentre dans un tunnel, en fait, il y a 3 obligations et interdictions. Alors, lorsqu'on rentre dans un tunnel, on est obligé de rouler en feu de croisement. D'accord ? Il est interdit de faire demi-tour. Et il est interdit de s'arrêter ou de stationner. Voilà, donc ça, c'est les 3 règles implicites quand on rentre dans un tunnel. Donc ici, on pourra pas rouler en feu de route parce que sinon on va éblouir les autres usagers. Les feux diurnes ne seront pas suffisants. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Je suis dans un tunnel. Je peux rouler en feu de croisement. Question numéro 25. Pour conduire en sécurité, le passager le plus grand s'installe à l'avant. Oui, réponse A, non, réponse B. Le passager le plus petit, au milieu. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, c'est vraiment une question de visibilité. Plus une personne sera grande, plus elle va gêner la visibilité du rétroviseur central du conducteur. Donc ce qui est conseillé pour une meilleure sécurité,
c'est de mettre la personne la plus petite à l'arrière, au milieu, et la personne la plus grande à l'avant. Les bonnes réponses sont donc les réponses A et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 26. Un siège enfant homologué doit être adapté à son âge, oui réponse A, non réponse B, à sa morphologie, oui réponse C, non réponse D. Alors, les sièges auto doivent effectivement être adaptés à l'âge de l'enfant et à sa morphologie. Alors, la dernière homologation sur les sièges auto, qui est la R44, préconise 3 types de sièges. Oui, vous avez tout d'abord donc le siège à coque pour les enfants mesurant jusqu'à 83 cm. Ensuite, vous avez les sièges baquets pour les enfants ayant une taille allant jusqu'à 1 mètre. Et ensuite, pour les enfants de plus d'1 mètre et qui ont moins de 10 ans, le fameux siège avec dossier. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 27. Je suis en train de secourir cette victime qui est inconsciente. Je dois, réponse A, vérifier une hémorragie externe. Réponse B, appeler les secours. Réponse C, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse D, la déplacer en sécurité sur le trottoir. Alors, dans le cas où on est face à une victime d'un accident de la route qui est inconsciente, quelle est la procédure à mettre en place ? Tout d'abord, il va falloir vérifier si elle ne souffre pas d'une hémorragie externe, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de sang qui coule de son corps. Dans ce cas-là, il faudra donc appliquer une pression à l'endroit de l'hémorragie. Ensuite, il faudra mettre cette personne en position latérale de sécurité. Et enfin, il faudra, si possible, la couvrir avec quelque chose de chaud, parce que toutes les victimes d'accidents souffrent d'hypothermie, c'est-à-dire leur corps se refroidit. Surtout, ne jamais déplacer une victime inconsciente. Alors, arrivé à cette étape, je suis sûr que beaucoup de gens vont dire mais attends, t'as pas oublié quelque chose là ? Tu t'appelles pas les secours ? Bah non, j'appelle pas les secours. Ah bah pourquoi t'appelles pas les secours ? Parce que ce serait la première chose à faire quand même. Bah non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez passer un examen. Et dans cet examen, il y a un programme. Et dans ce programme, il y a des étapes lorsqu'on est protagoniste ou témoin d'un accident de la route. Ce programme, il dit quoi ? Il dit que si vous êtes victime ou témoin d'un accident de la route, il faut respecter ce qu'on appelle le pas. Protéger, alerter, secourir. Et il faut le faire dans l'ordre. D'abord protéger, ensuite alerter, puis secourir. Ici, si tu regardes la question, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « je suis en train de secourir ». Donc tu es dans la dernière étape de la procédure. C'est-à-dire que alerter, c'était la deuxième étape, ça c'est déjà fait. Donc là, on est dans secourir, on n'est pas dans alerter. Voilà. Donc, il faut bien connaître son cours parce que sinon, il y a des questions, vous n'allez pas les comprendre. Et même, il y a des questions, en fait, vous allez croire que le moniteur a faux. Vous allez être persuadé qu'il a faux, alors que tout simplement, disons qu'il vous manque des connaissances. D'où l'importance de se former
correctement, sinon on ne comprend même pas ces erreurs. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2 000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2 000 €, quoi, un peu moins. C'est 1 800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2 000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 28. À bord d'un véhicule, il est obligatoire de posséder A. Un certificat d'immatriculation, B. Le carnet d'entretien, C. Le PV du contrôle technique. À bord d'un véhicule, il n'est pas obligatoire de posséder le PV du contrôle technique. Il n'est pas non plus obligatoire de posséder le carnet d'entretien. Par contre, il est obligatoire de posséder le certificat d'immatriculation. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Les usagers les plus impliqués dans les accidents avec les tramways sont: réponse A, les cyclistes, réponse B, les trottinettes, réponse C, les véhicules légers, réponse D, les piétons. Alors là, c'est vraiment une question de cours simple. C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Donc ici, je vous montre donc le document que vous retrouverez dans la formation. Et effectivement, les usagers les plus impliqués dans les accidents avec tramway sont les véhicules légers. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 30. Cette notice me permet A. De connaître le PTAC du véhicule, B. De connaître la pression des pneus, C. De connaître la taille des pneus.
Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 31. Le pictogramme de niveau 3 indique, réponse A, de rouler avec précaution. Réponse B, de demander l'avis d'un pharmacien. Le pictogramme de niveau 1 indique, réponse C, d'être vigilant. Réponse D, de ne pas conduire sans lire la notice. Alors là, encore une fois, une question de cours. C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Alors, donc vous savez que ces pictogrammes sont les pictogrammes qu'il y a sur les médicaments. Donc le pictogramme de niveau 3 vous informe que pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis d'un médecin et non pas d'un pharmacien. Concernant le pictogramme de niveau 1, il vous indique de ne pas conduire sans avoir lu la notice. Donc ici, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 32. Les deux véhicules vont se croiser. Le véhicule sombre doit faciliter le passage au véhicule blanc. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors là, c'est une question très intéressante parce qu'elle fait appel à des notions de cours basiques très importantes. Donc là, on va parler des croisements, notamment des croisements difficiles. Donc ici, on est dans le cas où on a une pente et deux véhicules vont se croiser. Ces deux véhicules font partie de la même catégorie de poids. Donc ce sont des véhicules qui ont un PTAC inférieur à 3,5 tonnes. On appelle des véhicules légers. Donc ici, dans ce cas-là, c'est au véhicule qui descend de faciliter le passage au véhicule qui monte, car il est plus dur de monter que de descendre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, je voulais juste porter attention à cette question parce que, en fait, là, vous avez vu, on a vu un cas des croisements, ce qu'on appelle les croisements dépassements, c'est une notion de cours. Il me semble que c'est dans le thème la circulation. Ça, c'est juste 1/20 de la notion de croisement-dépassement. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'entre vous, vous faites des séries pour apprendre le code de la route. Ce que vous savez pas, c'est que dans les séries, on ne fait que répondre à des questions ponctuelles et précises. On ne va pas voir toute la notion dans sa globalité. Donc il y a plein de choses que vous n'allez pas connaître. Et donc que vous n'allez pas intégrer et assimiler. Voilà. Je vous dis ça pour que vous compreniez bien que se former, c'est important parce que en faisant des tests, vous pensez connaître, vous pensez apprendre, alors que pas du tout. Vous êtes seulement en superficie des choses. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ratent le code de la route. N'oubliez pas que le code de la route, c'est 40% de taux d'échec. Aussi parce que la plupart d'entre vous, vous révisez votre code de la route en faisant des tests. Alors que les tests, c'est seulement pour les personnes qui connaissent déjà très bien leur code de la route et qui font entre 0 et 7 fautes. Maximum. Maximum. Sur les 5 dernières séries. Donc, je vous incite vraiment à bien connaître votre code de la route. Allez dans la formation, si par exemple là vous avez du mal, si vous ne connaissez pas tous les autres types de croisements et de dépassements, allez dans la formation, formez-vous
tranquillement. Et ensuite, faites des tests. Voilà. Ça, c'est la méthode pédagogique. Allez, on passe à la prochaine question. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours ». Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Le facteur fatigue est la cause de réponse A, 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Réponse B, 50% des accidents mortels sur autoroute. Réponse C, 2/3 des accidents mortels sur autoroute. Alors ça, ce sont les chiffres, les chiffres de l'accidentologie à connaître bien sûr pour passer ton code. Donc la fatigue représente 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je suis écomobile si. Réponse A, je roule moins vite pour consommer moins. Réponse B, j'utilise les transports en commun. Réponse C, je pratique l'écopartage. Réponse D, je désactive l'air conditionné dans ma voiture. Alors, cette question concerne le thème de l'environnement. N'oubliez pas, pour l'examen du code de la route, il y a 10 thèmes à connaître. Dans ce thème, on trouve les notions d'écomobilité. Alors, souvent, vous confondez écomobilité et écoconduite, qui sont deux choses différentes. L'écomobilité, c'est comment je me déplace, et l'éco-conduite, c'est comment je roule. Deux concepts différents. L'écomobilité, par exemple, c'est utiliser les transports en commun, pratiquer l'écopartage, pratiquer le covoiturage. Alors que l'éco-conduite, ça va être rouler moins vite, utiliser le frein moteur, désactiver l'air conditionné. Donc, ici, je suis écomobile si j'utilise les transports en commun et je pratique l'écopartage. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 35. La conduite sous l'influence de stupéfiants est punie.
Réponse A, d'une amende maximale de 4 500 €. Réponse B, de 2 ans d'emprisonnement maximum. Réponse C, de 4 ans de prison maximum. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, la conduite sous l'influence de stupéfiants est un délit. Vous risquez, entre autres, une amende allant jusqu'à 4 500 €, jusqu'à 2 ans de prison maximum, une rétention immédiate du permis, une suspension de permis et l'obligation de faire un stage, et enfin, la perte de 6 points sur votre permis de conduire. Les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et B. Question numéro 36. Au volant, téléphoner avec un système intégré est interdit? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereux? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour ceux qui découvrent le code de la route, la réponse va vous paraître étrange. Effectivement, elle est très étrange. Est-ce qu'il est interdit de téléphoner au volant avec un système intégré au véhicule? Eh bien non. C'est pas interdit, c'est autorisé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, moi aussi je trouve ça très étrange. Mais effectivement, ce n'est pas interdit. Par contre, est-ce que c'est dangereux? Bah oui, c'est même très dangereux. C'est quasiment la même chose que d'avoir un écouteur ou un téléphone à la main. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 37. Ma batterie est déchargée. Je recharge ma batterie à l'aide d'un autre véhicule. Pour cela, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, tu vois, c'est une question importante de manière pratique, mais aussi parce que c'est des questions qui tombent de plus en plus lors des examens de la nouvelle réforme, donc des nouveaux examens du code de la route. Le plus simple ici, c'est que je t'apprenne en fait toutes les étapes pour pouvoir recharger ta batterie lorsqu'elle est déchargée à l'aide d'un autre véhicule. Et ça va te servir vraiment toute ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment recharger une batterie. Donc ici, on va voir comment on la recharge. Alors, ici, comme tu le vois dans ce schéma, à droite, il y a le véhicule qui n'est pas en panne, en fait, le véhicule chargé, vous voyez, avec la batterie verte. Et à gauche, le véhicule avec une batterie déchargée, donc rouge. Alors, tout d'abord, on va, moteur éteint, tous les deux moteurs éteints, on va brancher la borne plus du moteur valide avec la borne plus du moteur du véhicule en panne. Deuxième étape, on va brancher la borne négative de la batterie qui fonctionne à la borne négative de la batterie qui fonctionne pas. Alors attention, parfois les bornes négatives ne sont plus accessibles, surtout dans les nouvelles voitures, dans les nouveaux véhicules. Donc vous le branchez sur n'importe quelle partie métallique de votre véhicule. Essayez de prendre une partie métallique qui n'a pas de peinture. Voilà. Plutôt des parties galvanisées même, ce serait beaucoup mieux.
Alors, une fois que les raccords sont faits, on démarre la voiture qui a une batterie qui fonctionne. On attend quelques minutes. Et là, on démarre la voiture qui a la batterie déchargée. Donc, une fois que c'est fait, on laisse, vous laissez quelques minutes la batterie se recharger. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous retirez tout d'abord les bornes négatives, donc le fil noir, et ensuite les bornes positives. En fait, vous faites l'inverse, tout simplement. Donc voilà comment on charge une batterie qui est déchargée. Donc ici, pour répondre à la question, donc la bonne réponse est la réponse A. Effectivement, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Bien sûr, il faut respecter l'ordre qu'on vient de voir. Question numéro 38. Je suis impliqué dans un accident mortel dans lequel je roulais à plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Je risque d'être condamné pour homicide involontaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque. Réponse C. 100 000 € d'amende. Réponse D. Une annulation de permis de 10 ans. Alors, très bon à savoir, effectivement, lorsque vous êtes impliqué dans un accident mortel et que vous avez commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h, vous risquez 7 ans d'emprisonnement, 100 000 € d'amende, 10 ans d'annulation ou de suspension de permis, et vous pouvez être condamné pour homicide involontaire. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec
tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Dans cette situation, les pneus neige sont: réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Alors ici, comme tu peux le voir, on est dans une situation où la route est enneigée. Cependant, aucune signalisation t'oblige à mettre tes pneus neige. Les panneaux qui t'obligent à mettre les pneus neige, c'est le panneau d'obligation ou bien le panneau d'entrée de zone d'équipement hivernaux obligatoire. Cependant, on voit qu'il y a quand même une fine couche de neige sur la route. Et là, les pneus neige sont très pertinents et conseillés. Même, je dirais même, sont plus conseillés que des chaînes. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Le pourcentage de conducteurs ayant leurs 12 points est de: réponse A, 50%, réponse B, 80%. Le pourcentage de conducteurs qui a alors 12 points est de 80%. La bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.